Alors nous revoici pour cette nouvelle session plénière qui a pour thème l'accès au crédit et aux finances. Pour modérer ce panel, j'ai la joie et le privilège de vous inviter à accueillir une expert comptable qui est managing partner chez Deloitte Togo. Elle est spécialiste en audit et conseil auprès de différentes entreprises du secteur privé et public qui œuvrent dans différents domaines. Vous comprenez donc que de par son profil, elle intervient aussi bien dans les banques et les assurances, dans les télécoms, dans les transports. Elle a donc une vue croisée sur ces différentes problématiques de ces différents secteurs. Je vous invite à accueillir pour modérer ce panel sur le thème, faut-il le rappeler, accès au crédit et aux finances, Madame Maryse Adotevi. Monsieur Sani Yaya, ministre de l'Économie et des Finances, qu'on ne présente plus, mais sachez qu'avant d'être ministre, il a été banquier dans différentes institutions financières de la place, Ecobank, BTCI et j'en passe. J'appellerai ensuite Monsieur Jules Armand Tapsoba, burkinabé, représentant résident du FMI au Togo depuis 2017. Il est docteur en économie internationale et diplômé en économie et finance. Il est financier, expert des finances publiques, avec 10 ans d'expérience dans les pays, comme il dit émergents, tels que l'Allemagne, des pays avancés, tels que l'Allemagne, des pays émergents, et également des pays en développement, de la CEMAC, de l'UMOA, de l'Algérie, etc. Avant le FMI, il a servi dans divers ministères français, dont celui de l'économie et des finances, comme chef adjoint du Bureau d'aide au développement. Il a également servi pour l'ONUDI. Il est chercheur associé à la Fondation d'études et de recherche sur le développement international. Je vous demande d'accueillir M. Tapsoba. J'appellerai ensuite à ses côtés M. Tembeli, directeur du département des opérations de la BOAD. Il est diplômé du CESAG, expert en gestion, en audit et contrôle de gestion. Et avant la BOAD, il a occupé des fonctions d'auditeur au réseau microfinance PIEL au Mali, également dans un des plus grands cabinets d'audit et d'expertise comptable du Mali. Il est à la BOAD depuis près de 20 ans, 18 ans plus exactement, et il a occupé diverses fonctions. Et il est actuellement, comme je l'ai dit, directeur du département des opérations. Alors, ses domaines de compétences sont l'évaluation et suivi de l'exécution de projets, la structuration de financement, et notamment la structuration de financement de projets en PPP. Je demanderai ensuite à M. Alberto Savini de nous rejoindre. Il est chargé des opérations principales de la BEI pour l'Afrique de l'Ouest. Il est italien et, comme il m'a dit, un peu togolais également. Il est à la BEI depuis 20 ans, mais avant de rejoindre la BEI, il a démarré sa carrière professionnelle à la Caisse de dépôt et de consignation à Paris, voilà, où il a occupé plusieurs fonctions là-bas pendant une dizaine d'années.
et il était spécifiquement responsable de la gestion sous mandat pour le groupe Caisse d'épargne. Je demanderai ensuite à M. Yves Ellert, responsable de programme European Development Finance Institution, association EDFI, de nous rejoindre. Comme je l'ai dit, il est responsable de programme dans cette institution et avant d'intégrer l'EDFI, il a travaillé avec la Commission de l'Union européenne pour le plan d'investissement extérieur et il était également à KfW. Alors sa spécialité, c'est le financement du secteur privé. Je demanderai ensuite à M. Edo Kossi Amenouvé, MBA, PhD de l'Université Laval au Canada. Il est l'actuel directeur général de la BRVM et du DCBR. En dehors de cette fonction, il est membre de plusieurs associations œuvrant dans le domaine de la bourse et plus généralement de la finance. Je veux citer l'Association des bourses africaines dont il est vice-président, l'Africa FinLab dont il est président, et il est également président du comité UMOA du Club Afrique de l'Association française des investissements pour la croissance. Je peux dire que M. Amenouvé est architecte des grandes réformes du marché financier de l'UMOA, où il a mené les réformes de mise en place du marché hypothécaire, les réformes de garantie, pour ne citer que celles-là. Je demanderai enfin à M. Simon Eichen de nous rejoindre sur le podium. Il a démarré sa carrière de banquier d'affaires chez Rothschild, institution qu'on ne présente pas, et il a fait ses armes au sein de cette institution dans les équipes d'un certain Emmanuel Macron, qu'on ne présente pas non plus, où il a travaillé en tant que conseil financier M&A, Debt Capital Market, en fait toutes ces opérations qui concernent la cession, l'acquisition, la restructuration d'entreprises, et pas des moindres, puisque ce sont les entreprises du CAC 40 que sont Engie, Sanofi, Total. Mais depuis 2 ans, il a décidé de créer avec d'autres partenaires une banque d'affaires, Scaled Partners, destinée à offrir des services de qualité à un autre type de client, et il va je n'en dirai pas plus parce qu'il va nous présenter son institution et les services que cette institution sont à même de rendre. Donc voilà présenté notre panel constitué de personnalités qui vont échanger avec nous sur le thème accès au financement et au crédit. Un thème très important, comme vous le savez. L'argent est le nerf de la guerre, et sans ces finances, je crois qu'on ne pourrait pas parler de PND. Alors le PND 2018-2022 que vous connaissez tous et qui ambitionne de transformer structurellement l'économie togolaise pour une croissance forte, inclusive, durable et résiliente, induisant l'amélioration du bien-être des populations, ambition qui fait ainsi écho aux aspirations du Togo de devenir émergent à horizon 2030. Alors l'atteinte de cet objectif, bien entendu, devrait permettre l'industrialisation de notre pays. Mais des réformes économiques audacieuses, un alignement institutionnel pertinent ainsi que d'importants investissements sont des enjeux extrêmement importants auxquels le Togo fait face. Et à ces enjeux, on pourrait préciser ou rajouter celui de l'accès au crédit. L'accès au crédit et au financement demeurant un défi de taille.
Donc la présente session porte donc sur l'accès aux finances et au crédit. Elle a pour objectif de permettre aux investisseurs et aux décideurs, tant européens, africains que togolais, d'identifier les possibilités de facilitation de l'accès aux finances et crédits pour le financement des projets du Plan national de développement et de partager ainsi des opportunités existantes dans le domaine avec les opérateurs économiques. Alors nous allons échanger sur le cadre macroéconomique optimal nécessaire à la réussite du financement du PND, ainsi que sur les instruments de financement disponibles, tant au plan local, sous-régional qu'international. Alors, je vais poser la première question au ministre Sani Yaya. C'est vrai qu'on parle de PND, mais avant de parler de comment financer le PND, il serait intéressant que le ministre Yaya nous rappelle un peu les besoins de financement et de crédit nécessaires à la mise en œuvre des projets phares du PND, afin que l'on sache exactement de quoi on parle et de quels défis auxquels on doit faire face. Monsieur le ministre. Okay. Merci. Merci Maryse. Je voudrais saluer tout l'auditoire et me réjouir de l'intérêt qui est porté sur cette initiative qui est unique et la toute première de notre pays avec l'Union européenne pour organiser un forum économique. Je voudrais aussi dire que le PND, le Plan national de développement 2018 et 2022, a trois principaux axes. Le premier étant de bâtir un hub logistique et un centre d'affaires de premier ordre. Le deuxième, c'est de bâtir, de développer les pôles de transformation agricole, d'industrie extractive et manufacturière. Et le troisième axe qui consiste à consolider le social, les mécanismes d'inclusion. Donc, ce PND, le coût global, c'est juste un rappel, vous le savez, ça a été répété. Le coût global est estimé à 4 622 milliards de francs CFA. Et nous disons que 65% de ce coût est réservé pour le secteur privé. Alors, vous avez très bien introduit, vous avez dit l'argent est le nerf de la guerre. Le secteur privé ne va pas financer à hauteur de 3 milliards de francs CFA sans le concours des banques, des institutions financières. D'où justement ce thème, pour mieux connaître ce que le gouvernement fait pour encourager les banques, les institutions financières à soutenir le secteur privé. Je pense que le secteur, dans la mise en œuvre du PND, les banques sont des acteurs clés, en plus du secteur privé. Des acteurs clés qui conditionnent la réussite de la mise en œuvre du PND. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le paysage bancaire togolais et d'ailleurs de la sous-région est constitué de banques commerciales. De banques commerciales, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des ressources à vue qui financent des crédits qui ne sont pas des crédits
finançant des projets structurants. Compte tenu de la contrainte que les banques ont sur les ressources, la majorité des ressources constituées des ressources à vue. Mais au-delà donc de ce dispositif traditionnel qui est le secteur bancaire, vous avez d'autres dispositifs qui sont là pour accompagner le secteur privé. Vous avez les banques de développement, vous avez la BAD, vous avez même la Banque mondiale, vous avez la BOAD qui ont des guichets pour soutenir le secteur privé. Et le gouvernement, dans ses relations avec ces institutions multilatérales, les encourage à soutenir non seulement les projets du gouvernement, mais aussi le secteur privé. C'est un appel que nous faisons chaque fois que nous sommes en discussion avec ces institutions. Voilà ce que je peux dire, mais au-delà, ce que je vais ajouter, c'est qu'on peut aussi parler de marché financier. Donc l'appel public à l'épargne. Et il ne faut pas... Les banques traditionnelles ont montré, disons, une certaine frilosité pour le financement des projets à long terme, compte tenu de la structure de leurs ressources. Et le marché financier est à la disposition des acteurs économiques pour aller lever des ressources à plus long terme pour financer des projets structurants. Or, le PND nécessite la mise en œuvre des projets structurants puisque, comme nous l'avons dit, nous voulons transformer en profondeur l'économie togolaise. Et pour cela, c'est des projets transformateurs, des projets structurants, qui nécessitent la mobilisation des ressources à plus long terme, que les banques commerciales à elles seules ne peuvent pas financer. Donc, le recours au marché financier est vivement souhaité et encouragé par le gouvernement. M. Amenouvé va en parler encore plus, puisqu'il s'occupe de cette question. Mais quand vous regardez au niveau du Togo, il y a très peu d'entreprises qui sont cotées au niveau de la BRVM, qui vont rechercher les ressources. Or, nous savons qu'il y a des entreprises, des grandes entreprises, qui ont la possibilité d'aller lever des capitaux sur le marché financier, en évitant ainsi l'intermédiation bancaire, mais en disposant justement des financements à plus long terme pour financer des projets structurants. Voilà ce que je peux dire en introduction et on reviendra peut-être sur des questions plus précises. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vous avez planté le décor en annonçant d'abord les chiffres. Près de 5 000 milliards de francs CFA, c'est un montant important. Vous avez également dit que les entreprises privées seules ne pourront pas, le secteur privé seul ne pourra pas faire face à ces besoins, que le secteur privé et l'État auront besoin de l'accompagnement de certaines institutions financières. Vous avez cité plusieurs types de financement et nous avons d'ailleurs un bel échantillon de ces institutions financières tant internationales que privées. Mais ces institutions auront, je crois, besoin d'un environnement propice pour accueillir et absorber les financements, les fonds qu'ils vont y investir. C'est pour cela que je vais m'adresser à M. Tapsoba, économiste de son État, pour lui dire que, bon, investir près de 5 milliards, oui, mais il faut certainement des prérequis, il faut certainement que des conditions préalables, voilà, de financement soient remplies. Et quel est votre avis sur cette question, sur ces prérequis nécessaires
dans notre environnement. Okay. Merci Maryse. Permettez-moi peut-être de prendre 30 secondes pour remettre le sujet dans le contexte. Parce que depuis ce matin, on parle de PND, on parle de Plan national de développement, qui est un très bon plan, un des meilleurs de la région. Alors, mais tout bon plan sur papier n'a de valeur que si ce plan est bien implémenté. Et lorsqu'on parle d'implémentation, il y a forcément l'aspect financier. Alors, concrètement, le PND, en termes de finances, c'est quoi? Le ministre l'a bien rappelé, c'est 4 600 milliards de francs CFA de financement. Alors, j'ai essayé de voir ce que ça représente à l'échelle du Togo. Alors, si vous comparez ça à la richesse nationale créée l'année passée, en 2018, c'est 1,5 fois la richesse. Donc, le PND actuellement, ce qu'on est en train de demander, c'est de créer 1,5 fois, enfin, de financer, de mobiliser 1,5 fois la richesse créée en une année sur 5 ans. Alors, la question qu'on va se poser, est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est possible? Je crois que c'est une question légitime. Alors, lorsqu'on regarde ce paquet de financement sur 5 ans, chaque année, ça veut dire en gros 30% du PIB qu'il faut mobiliser, dont les 2 tiers vont venir du secteur privé, donc 10% du secteur public. Alors, lorsqu'on a ce archétype-là et qu'on regarde combien ça, on essaie d'attribuer des montants à ces différentes désagrégations, au niveau public, ce qu'on est en train de demander, c'est une mobilisation d'environ 600 millions de dollars par an. Bon, le Togo l'a annoncé, ils sont à la recherche, par exemple, de 500 millions de dollars sur le marché. Donc, cela veut dire que c'est possible actuellement. Avec la note qu'on a eue, il y a des aspects qui sont possibles. Alors, regardons du côté du secteur privé ce qu'il leur est demandé. C'est environ 1,1 milliard de dollars. Des pays ont montré dans la région et en Afrique que cela est possible. Donc, j'ai tenu à faire ces petits rappels de chiffres-là pour dire le PND actuellement, il est finançable, c'est plausible et c'est possible. Mais à condition. Quelles sont ces conditions-là? Ce sont celles-là que vous demandez. Alors, la première condition, en tant qu'économiste et africain, je pense que c'est les ressources propres. Donc, la mobilisation des recettes. Ça, c'est un élément très important. Comme on dit en Afrique, qui dort sur la natte du voisin dort par terre. Donc déjà, si on fait des efforts de mobilisation interne, ça contribuerait beaucoup à financer le PND. Et je pense que le Togo a fait beaucoup d'acquis là-dessus. Et le Togo est parmi les meilleurs de la région en termes de mobilisation des recettes. Alors, le deuxième ingrédient que je pense important, c'est la stabilité macroéconomique. Alors, ça a l'air un peu lointain, la stabilité macroéconomique, mais elle est très importante. C'est quoi la stabilité? C'est un environnement inflationniste stable, un environnement de taux de change stable. Je crois que le Togo y est dans le cadre de l'Union. C'est un environnement où la dette est soutenable. On est en train d'y arriver avec le programme FMI. C'est un environnement où les déficits sont faibles. On y est. Donc, encore une fois, si on regarde le deuxième ingrédient, c'est possible et c'est plausible. Alors, le troisième ingrédient que je pense important, ce sont les réformes structurelles et structurantes. Et je crois que dans cette salle-là, et il est connu de tous, que le Togo a fait beaucoup de progrès là-dessus. En termes de doing business, le Togo est parmi les meilleurs réformateurs. En termes de même les indicateurs au niveau institutionnel, Mo Ibrahim, le Togo est en train de faire mieux. Et en termes d'initiative, le Togo fait partie du compact avec l'Afrique, qui est dans un contexte de cadre privé. Il y a le MCC, il y a le Code des investissements qui a été adopté récemment, il y a le Code général des impôts qui a été révisé. Donc, vous voyez, lorsqu'on a le troisième ingrédient encore, c'est possible et c'est plausible. Donc, je dirais ceci, le financement du PND, il est possible, c'est mobilisable, simplement il faut des conditions. Et peut-être juste pour finir là-dessus, dans le cadre de notre interaction avec le gouvernement togolais en tant qu'institution financière internationale, on est en train d'aller vers ces 3 ingrédients-là. En termes de mobilisation de recettes, on est en train de faire des progrès avec l'État du Togo, qui est parmi les meilleurs de la région. En termes de stabilité macro, ça fait 2 ans qu'on a un programme avec le Togo et avec des revues à succès. Et la dette publique est devenue dans la zone de soutenabilité, revenue dans la zone de soutenabilité. Et en termes de réforme, ça progresse. Donc voilà un peu ce que je peux dire en résumé. Pour juste donner un vent d'optimisme, c'est possible, mais à condition, ce qui veut dire qu'il faut travailler un peu plus sur ces aspects-là. Mobiliser un peu plus les ressources internes, stabiliser la macroéconomie et également accélérer les réformes structurantes et structurelles. Merci. D'accord.
Merci beaucoup. Donc, selon vous, c'est possible et nous sommes heureux de l'entendre de votre part, mais à condition qu'il y ait un cadre optimal, voilà, qui facilite, hein, je crois, les interventions de toutes les parties prenantes, notamment des institutions financières, telles que la BOAD. Et là, je vais m'adresser à M. Tambeli. Les axes prioritaires du PND qui viennent d'être décrites par le ministre et que je vais rappeler, le premier étant le hub logistique et le centre d'affaires, le deuxième, le pôle de transformation agricole, industrie manufacturière, et le troisième, la consolidation du social. Alors, ces trois axes prioritaires, est-ce qu'ils cadrent avec les domaines d'appui de la Banque ouest-africaine de développement? Et qu'est-ce que la BOAD a prévu pour soutenir la mise en œuvre du PND, notamment dans ces différents axes stratégiques? Merci bien, Madame Ado Tevi. Je voudrais d'abord remercier les autorités togolaises d'avoir bien voulu associer la BOAD à cette importante assise qui donc présente à toute cette communauté d'affaires le plan national de développement. C'est important effectivement de présenter ce plan aux investisseurs et aux bailleurs de fonds que nous sommes, en ce sens que les ressources, comme le dirait un panéliste ce matin, les ressources existent à travers l'Afrique. Les ressources existent dans notre continent, les ressources existent dans nos pays. Il s'agit tout simplement de les mobiliser et de les utiliser à bon escient, c'est-à-dire les utiliser dans des secteurs porteurs de croissance et donc des secteurs à même de contribuer, n'est-ce pas, à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et donc, pour revenir aux axes stratégiques du plan national de développement, alors, bâtir un hub logistique moderne, créer un centre d'affaires, nous y sommes. Nous y sommes parce que quand vous prenez le plan stratégique de la BOAD qui est en train de finir, parce qu'il finit en décembre de cette année, eh bien, le premier axe fort de ce plan stratégique, c'est effectivement le développement des infrastructures en vue donc de promouvoir l'intégration dans la zone UEMOA. Et donc, qui dit hub logistique, eh bien, dit développement des infrastructures, infrastructures de transport, infrastructures d'énergie, et donc ça correspond effectivement au premier axe stratégique, n'est-ce pas, du plan stratégique de la BOAD 2015-2019. Et donc nous sommes là en plein préparatif d'ailleurs pour lancer le prochain plan stratégique de la BOAD qui va donc couvrir la période 2020-2024. Donc ces principaux axes seront certainement reconduits comme priorité de la BOAD. Le deuxième axe qui est donc le développement des pôles de transformation agricole et développement de l'industrie manufacturière correspond également au troisième axe stratégique du plan de la BOAD qui donc adresse tout ce qui est lutte contre l'insécurité alimentaire, la promotion donc de l'autosuffisance alimentaire, la promotion de la transformation des produits agricoles dans la sous-région. Et donc, vous voyez bien que, ne serait-ce que ces deux axes que vous avez bien voulu rappeler, convergent parfaitement bien avec les axes stratégiques de la BOAD. C'est comme si on s'était assis pour échanger avant que chacun ne fasse son plan. Mais on comprend l'essence de cette convergence parce que la BOAD, c'est quand même la banque de financement des États membres de l'UEMOA. Et en ce sens, elle ne peut pas avoir des priorités qui s'écartent, n'est-ce pas, des priorités de ses États membres. Donc nous sommes tout à fait en phase. Alors,
qu'avons-nous prévu ou que prévoyons-nous pour accompagner le plan national de développement? Le plan couvre effectivement la période 2018-2022. Nous sommes en 2019. Le plan a été approuvé, si ma mémoire est bonne, en mars 2019. Mais nous n'avons pas attendu l'approbation du plan. Nous n'avons pas attendu l'approbation du plan pour accompagner et le secteur public togolais et le secteur privé à travers des projets structurants que nous avons déjà financés. Je prends l'exemple simple du projet d'Agropole, n'est-ce pas, de Kara, que nous avons cofinancé avec la Banque africaine de développement et d'autres bailleurs de fonds. Je prends le projet d'IPP, donc de construction de la centrale de Kekeli, dont les travaux ont été lancés hier tout près par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous sommes prêteurs de ce projet-là et au-delà de notre rôle de prêteur, nous sommes également arrangeurs de la dette du projet. Et bien d'autres projets que nous avons déjà financés en 2018 et en début 2019. Et au-delà de ça, il faut indiquer que nous avons dans notre pipeline pas mal de projets dignes d'intérêt pour la BOAD dans le secteur des infrastructures et dans le secteur privé. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Merci. Très bien, merci beaucoup. On aura l'occasion de revenir justement sur les instruments et les mécanismes de financement prévus justement pour financer tous ces projets-là. Et je voudrais passer à M. Savini, à qui je suis tentée de poser la même question, c'est-à-dire les domaines d'intervention stratégique de son institution. Mais je lui demanderai d'abord de nous présenter la BUI. La BUI, qu'est-ce que c'est? Quels sont ses domaines d'intervention? Ok, merci. Bonjour. D'abord, je voudrais remercier les autorités togolaises pour nous avoir conviés à cet important forum. Je voudrais aussi remercier les organisateurs pour l'excellente organisation et enfin remercier les membres qui sont les personnes qui sont dans cette salle pour leur attention. Pour revenir à la question, pour ceux qui ne connaissent pas la BEI, c'est la Banque européenne d'investissement, institution européenne qui a fêté ses 60 ans l'année dernière. C'est, on dit, la Banque de l'Union européenne, mais c'est pour autant une institution bien disjointe. Depuis longtemps, la BEI travaille par des mandats en dehors de l'Union européenne, bien que son activité principale, 90% de ses prêts, se focalisent dans l'Union européenne. Les 10% restants, en moyenne, sont dirigés vers les mandats dits extérieurs. Et en ce qui nous occupe ici, le Togo, celui-ci, les efforts et le soutien de la BEI pour le Togo et l'Afrique de l'Ouest s'inscrivent dans le mandat ACP et de l'accord dit de Cotonou. Ce mandat couvrait plutôt, ou est en train de couvrir la période 2014-2020 et il y a maintenant une nouvelle phase de mise en place du mandat qui va suivre pour la période 2020 et les 7 ans en avant. De ce point de vue-là, comment l'activité de la BEI peut se croiser avec les besoins du Togo et de l'Afrique de l'Ouest en général? Eh bien, tout simplement en s'inscrivant dans la diplomatie économique de l'Union européenne avec les spécificités de la banque qu'elle a développée depuis ses 60 ans d'existence. Les priorités de la banque rejoignent en quelque sorte celles de nos partenaires, que ce soit la BOAD, la BAD ou d'autres, et aussi de l'Union européenne. Et dans le désordre, je dirais qu'elle porte sur le soutien à l'atteinte aux objectifs durables de développement, à l'action en faveur du climat, à l'appui au secteur privé, à l'appui aux infrastructures de base publiques et par exemple aussi à l'appui à une politique d'égalité des genres. Voilà, ce sont des choses qu'on entend souvent dans la communauté du monde du développement, ce n'est rien de très original. Et comment la BEI fonctionne-t-elle? Elle fonctionne avec des instruments de financement, essentiellement des prêts à long terme, mais pas uniquement. On pourra développer le spectre des instruments de la BEI, mais pour la plus grosse partie, il s'agit de financement de prêts à long terme. D'accord, donc c'est uniquement du secteur public, des interventions dans le secteur public, c'est bien ça?
Non, en fait, excusez-moi, j'ai oublié de dire, l'avantage qu'on a en tant qu'institution, c'est que nous couvrons l'ensemble des emprunteurs potentiels, publics et privés. Et même si les chiffres montrent que jusqu'à présent, les financements du secteur public, notamment dans les pays en voie de développement, sont majoritaires, il y a l'effort qui est aussi issu de la diplomatie économique européenne et de la banque, évidemment, de financer davantage des initiatives du secteur privé, que ce soit sous forme de prêts directs ou que ce soit sous forme de prêts intermédiaires. Mais pour cela, on pourra revenir peut-être aux détails, encore une fois, des instruments et des actions dans une question ultérieure et essayer de rappeler ce que la BEI a fait dans un passé récent au Togo et peut-être essayer de nous projeter aussi pour le futur proche et le possible accompagnement partiel du PND. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Ehlert, vous êtes dans une institution que personnellement je ne connaissais pas, j'ai découvert justement en échangeant avec vous, qui est une association, voilà, EDFI. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et quelles sont les interventions justement d'EDFI en Afrique d'une manière générale? Et à ce jour, qu'est-ce que vous avez pu réaliser au Togo dans l'accompagnement du développement économique et social du Togo? Et je vais enchaîner en même temps. Est-ce que vous prévoyez d'intervenir de manière conséquente dans le cadre de la mise en œuvre des programmes et projets du PND? Okay. Merci madame et merci pour les organisations que vous nous avez donné l'occasion de nous présenter. Donc les EDFI, c'est l'association des institutions financières de développement européennes. Donc c'est des institutions bilatérales, nationales, par exemple la Proparco de l'Agence française, la DEG de la KfW, la FMO des Pays-Bas sont nos membres. C'est en total 15 institutions qui financent le secteur privé et promouvoient le secteur privé dans des marchés émergents. Et par exemple, l'année dernière, on a investi plus que 8 milliards d'euros dans des marchés émergents, dont un tiers en Afrique. Donc on est ensemble assez important. Et en plus, il faut de plus en plus que les institutions de développement se coordonnent, coopèrent. Et cette plateforme de EDFI, pour nos membres, c'est aussi une manière de mieux coopérer. Et cette plateforme coopère aussi avec la Commission européenne. Et on reçoit, comme la BEI, des fonds de la Commission qu'on investit de manière avec plus d'impact qu'on peut faire avec nos propres moyens. Et peut-être pour donner un peu des exemples, parce que vous avez demandé ce qu'on fait, donc je dirais, en fait, on intervient dans tous les secteurs du secteur privé avec tous les instruments de financement. On entre dans le capital des entreprises. On finance à long terme, par exemple, des projets d'infrastructure, des projets d'énergie. Et on finance aussi du secteur agriculture, agrobusiness. Et oui, donc au Togo, par exemple, une manière d'arriver, d'être plus inclusif, d'avoir plus d'impact, de travailler avec les banques locales, de refinancer et faire des programmes d'assistance technique. Et par exemple, au Togo, 3 de nos membres, la Proparco, la Bio de la Belgique et la DEG, ils ont investi dans le capital de Aura Bank, en fait dans le holding Aura Group. Et avec l'investisseur en fonds private equity, ils ont développé le groupe, le reformé, aussi avec l'assistance technique, développé une stratégie, une politique de financer les PME, pas seulement au Togo, mais bien sûr au Togo, mais aussi dans les autres pays en Afrique de l'Ouest où il est présent. Et notre intervention, c'est donc entrer dans le capital, développer la banque et la stratégie, financer les PME. Et aussi, on a redonné des refinancements de filiales dans quelques pays. Et par exemple, on a aussi aidé que la Aura Bank a reçu un financement qui l'aide à financer des PME pour que le PME puisse investir dans l'énergie renouvelable et dans l'efficacité énergétique. Et là, on a aussi le support de la Commission européenne qui donne des fonds pour faire assistance technique
qui aide donc aussi les PME de développer ces projets d'énergie renouvelable ou efficacité énergétique. Un autre exemple au Togo, c'est qu'on gère pour la Commission les fonds EDFI Electrify. Et dans la session avant, on a présenté le EDFI Agrify. Et le Electrify, c'est pour financer des projets d'énergie renouvelable hors réseau. Et donc, on a donné à une petite entreprise togolaise qui investit dans des mini-grids ou qui commence à faire ça, de faire un premier pilote. C'est en fait un micro-grid, c'est encore plus petit. Mais avec ça, cette entreprise peut démontrer qu'elle est capable de réaliser un projet de micro-grid. Et après, si c'est bien réalisé, on va avoir un deuxième financement, augmenter la taille de développer de microgrids en mini-grids, et ça leur permet aussi de trouver d'autres investisseurs et d'autres financiers pour grandir. Bon, c'est l'ensemble de projets qu'on fait. Sinon, nos membres travaillent comme des banques de développement classiques. On a beaucoup de cofinancement avec la BOI, avec la BAD, avec la BOAD. Donc, on est partenaire de tous les intervenants financiers dans le financement de développement pour le secteur privé. D'accord, très bien. Donc, nous avons donc un bon échantillon d'institutions financières. Mais je vais rebondir sur ce que vous avez dit à propos du financement des PME pour passer directement à M. Simon Aeschen, puisque je pense que c'est sa cible privilégiée. Je reviendrai après sur M. Amenouvé. Non pas que M. Amenouvé ne s'intéresse pas aux PME, je pense qu'il nous en parlera, mais je passerai à M. Aeschen parce que lors de nos échanges, il m'a paru qu'il était assez intéressé par les PME et notamment à leur offrir des services d'excellente qualité. Donc je voudrais qu'il nous parle un peu de son institution, de comment est-ce qu'il est arrivé à la créer et de ce que fait cette institution, ce qu'elle peut faire justement pour des entreprises locales et africaines. Okay. Absolument. Merci beaucoup Maryse. Tout d'abord, je tiens à remercier à mon tour le gouvernement du Togo pour l'organisation de cet événement et à titre personnel me donner l'occasion et l'honneur de participer à ce panel. Sans vous paraphraser, Maryse, je vais peut-être redire quelques mots sur Scalene Partners, effectivement, qui est un peu moins connu que les illustres institutions présentes sur ce panel. Donc effectivement, les associés fondateurs dont je fais partie avons un historique passé au sein de la Banque Rothschild à Paris. On a créé Scalene Partners pour délivrer des services aux sociétés au sens large, aux PME, aux projets gouvernementaux, sur toutes les problématiques stratégiques, capitalistiques de haut bilan qu'elles peuvent avoir. Donc, une banque d'affaires a 3 métiers principaux, et c'est sur ces métiers qu'on intervient. Le M&A, Merger and Acquisition, donc qui va regrouper toutes les opérations de cession, acquisition, levée de fonds, augmentation de capital. La partie Equity Capital Market, donc faire appel à des fonds publics, autrement dit une introduction en bourse. Et la partie Debt Capital Market, donc faire appel à de la dette publique cette fois-ci, donc l'émission d'un bonds pour une société, pour un gouvernement. D'accord. Le rôle peut-être pour le définir autrement que d'un point de vue technique, c'est le banquier d'affaires, c'est le médecin de famille de l'entreprise. Donc l'objectif finalement du banquier d'affaires, c'est de faire le pont, le lien entre les bailleurs de fonds d'une part et les demandeurs de fonds d'autre part, donc les dirigeants de PME, ceux qui ont un projet. Donc l'objectif est de réunir ces deux mondes, être un intermédiaire, un entremetteur, puisque ces deux mondes ne demandent qu'à se rencontrer, mais ça peut se faire que d'une certaine manière. D'un côté, les bailleurs de fonds notamment ont des critères, des standards qu'il faut connaître, et donc l'objectif et le fond du sujet, et c'est ce sur quoi j'aimerais insister lors de ce panel, c'est de réussir à promouvoir l'accès à l'information pour les dirigeants des entreprises et ensuite pouvoir les accompagner dans le cadre de leurs opérations. D'accord, très bien. Donc de nouvelles possibilités de financement pour des entreprises de taille, on va dire modeste, de taille moyenne. Et Monsieur Amenouvé, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que la bourse est à même d'offrir des possibilités de financement à toute entreprise qui voudrait investir dans les projets du PND, sachant qu'il s'agit d'entreprises de grande taille, de petite ou de moyenne taille? Qu'est-ce que la Bourse régionale des valeurs mobilières peut faire
pour financer le plan national de développement du Togo? Quel rôle concret la bourse peut jouer? Merci Maryse. Quand on a la chance de passer en dernier, je vois qu'il reste 13 minutes, donc j'ai tout le temps. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à ce panel et surtout d'avoir disséqué la question du financement en accès au crédit et accès au financement. Je comprends par là que l'on veut donner une place plus importante au financement, je dirais, non bancaire. Et je me réjouis de cela parce que quand on parle de développement, quand on parle d'accélération de la croissance, quand on parle de création de richesse, cela ne peut se faire qu'à partir de financement à long terme. Mais on a souvent tendance à négliger ce financement à long terme. Et je ne connais pas de région du monde où il y a eu croissance, développement, sans financement à long terme massif et sans surtout développement accéléré des marchés de capitaux. Quand on prend l'histoire, que ce soit l'avant-guerre ou l'après-guerre, les pays développés, les pays émergents par la suite, ont beaucoup financé les infrastructures par de la dette, qui est le premier instrument des marchés de capitaux. Je crois qu'aujourd'hui, quand on parle de développement et d'endettement, on ne peut ne pas parler de levée de ressources à long terme. Et c'est ça que les marchés de capitaux font particulièrement et surtout en Afrique. La BRVM a un compartiment obligataire qui est très dynamique. Nous avons plus d'une quarantaine de lignes obligataires qui sont cotées avec des émetteurs comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, le Mali, le Togo, etc. Et je crois que ce segment est une opportunité pour les États pour lever des ressources. L'État togolais est déjà arrivé à 3 reprises sur ce marché pour lever environ 156 milliards de francs CFA, ce qui reste une intervention assez modeste par rapport à ce que l'on observe dans les autres pays, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso. Et j'espère que ce plan national de développement est l'occasion pour l'État de solliciter à nouveau le marché local pour lever des financements à long terme. Et je crois que c'est bien indiqué, en tout cas dans les sources de financement qui ont été répertoriées dans le cadre du plan national de développement. En dehors des emprunts obligataires, donc de la dette, il y a aussi le marché des actions. Et ce marché contribue surtout au développement du secteur privé. Quand on parle d'implication du secteur privé dans le financement du PND, il faut bien que ce secteur privé aille quelque part pour lever les ressources. Et c'est la BRVM, c'est les marchés de capitaux dans notre sous-région qui peuvent permettre justement au secteur privé de faire cela. Aujourd'hui, on voit malheureusement qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises togolaises qui s'intéressent au marché, qui cherchent à lever des capitaux. Mais de mon point de vue, si on ne change pas cette tendance-là, si on n'encourage pas, si on n'incite pas, si on n'arrive pas à convaincre les entreprises togolaises à lever des capitaux, on ne peut pas créer les champions nationaux qu'on espère créer dans les prochaines années pour assurer le développement et la croissance du pays. Vous savez, on a vu ce matin Aliko Dangote ici, s'il est la première fortune du continent, c'est aussi grâce au fait que sa société est cotée à la Bourse du Nigeria. Je pense que c'est important d'amener le secteur privé à s'intéresser davantage au marché de capitaux, à faire en sorte que ce marché puisse lui servir de levier pour lever des ressources en vue du financement de la croissance et de la création de la richesse dans notre pays. Alors, revenant particulièrement au PND, on a entendu les chiffres des montants recherchés, la partie qui est réservée au secteur privé.
On a également entendu parler des différents axes qui vont être mis en œuvre. Ce qui me paraît important et ce qui me réjouit, c'est que dans les sources de financement, on parle d'émissions publiques, on parle d'actionnariat populaire et on parle de financement innovant. Et je crois que dans la mise en œuvre, si on arrive effectivement à accélérer la cadence des émissions publiques avec des émissions tournées vers des investissements productifs qui génèrent des revenus pour l'État en vue du remboursement de la dette, on ne sera plus, je dirais, dans une situation où on pourrait penser que la dette est toujours une mauvaise chose. On comprendrait bien que l'État doit sans doute s'endetter pour pouvoir assurer la mise en place des infrastructures de développement. L'actionnariat populaire me semble aussi être quelque chose d'important pour le Togo. Il nous faut des opérations de privatisation, il nous faut trouver les mécanismes pour pouvoir ouvrir le capital des entreprises togolaises aux populations. Vous savez, le partage de richesses dans une économie passe essentiellement aussi par les marchés de capitaux. Et l'un des instruments, c'est la bourse. Si on veut enrichir les Togolais, si on veut créer une classe d'investisseurs togolais dans les années à venir, il faut qu'on intéresse les Togolais effectivement aussi à la prise de participation dans les entreprises qui créent de la richesse dans notre économie et qui, par conséquent, participent au développement économique. Je pense que ça, c'est un point qui me paraît extrêmement important et le gouvernement togolais l'a bien indiqué dans le plan national de développement. Je pense que c'est quelque chose qui est à saluer. Enfin, si vous permettez, sur le point du hub d'affaires et du hub financier, je pense que le Togo a une vraie carte à jouer. Le Togo a une vraie carte à jouer parce qu'on a déjà les atouts historiques, géographiques. Et maintenant, il faut aller plus loin. Est-ce que notre ambition, c'est d'être un véritable centre financier international, à l'image de ce qu'on voit à Casablanca, à Maurice, à Singapour, etc. Si telle est l'ambition, je pense que ça va être un élément fondamental de transformation structurelle de l'économie togolaise. Et pour ça, les conditions habituelles doivent être réunies. D'abord, un environnement des affaires assaini. Et je crois que sur ça, on a entendu toutes les évolutions énumérées ce matin en matière de classement dans le Doing Business. Donc, les choses semblent être sur la bonne voie. Il y a également le développement du secteur financier. On a 13 banques. Il faut en créer. Il faut beaucoup plus d'acteurs financiers, beaucoup plus d'intermédiaires pour pouvoir faire de la place financière togolaise une place financière attractive. Il faut les infrastructures, hôtels, aéroports, ports, etc. Là aussi, quelques atouts sont déjà en place. Mais il faut surtout, à mon avis, deux points qui me paraissent extrêmement importants, et je terminerai là-dessus. Il faut du capital humain. Du capital humain parce qu'un centre financier, un centre d'affaires a besoin de compétences. Quand les hommes d'affaires, quand les entreprises viendront s'installer au Togo, on a besoin de recruter de la main-d'œuvre locale compétente, bien formée. Et ça, je pense que c'est un défi pour notre pays. Et le chef de l'État l'a bien souligné lors de ses dernières interventions, qu'il faudra doter le Togo d'une business school de réputation internationale pour ce faire. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut creuser et qui pourrait assurer à notre pays un positionnement extrêmement important dans la sous-région. Il y a enfin la réputation. Une place financière, c'est d'abord la réputation. Et cette réputation est toujours difficile à construire, mais facile à détruire. Et je pense que nous devons œuvrer à ce que la réputation de la place soit préservée en termes de sérieux, en termes de compétences et en termes d'efficacité. Merci beaucoup, M. Amenouvi. Vous avez noté, comme tout le monde, je crois qu'il n'y a pas de banquier classique sur ce podium.
Il est dit, à tort ou à raison, et je m'excuserai d'avance auprès des banquiers classiques, que les banques classiques ne prêtent qu'aux riches et que les entreprises ont énormément de mal à accéder au financement auprès de ces institutions commerciales, de ces institutions bancaires. Mais dans le même temps, M. Amenouvé a dit qu'il y a très peu d'entreprises togolaises qui sont à la bourse régionale des valeurs mobilières. C'est dire également que l'accès à ce type de financement n'est pas aussi facile que ça et qu'il y a d'énormes freins à l'accès au financement. Et c'est pour cela que je me tournais vers le ministre pour lui demander quelles sont selon lui les causes des difficultés d'accès au financement des entreprises et quelles sont ces difficultés-là qui risquent de freiner les entreprises locales et les investisseurs étrangers qui voudront créer des entreprises d'accéder au financement pour financer les projets du PND. Merci Maryse. Je voulais, avant de répondre à votre question, faire une précision. Le financement à l'économie à fin 2018 pour le Togo représentait 41% du PIB courant. 41%, c'est le taux le plus élevé de l'Union. Donc, c'est vrai, on aurait voulu un taux encore plus important, mais il faut saluer quand même la contribution de tout le secteur bancaire et du secteur financier, parce que c'est le plus grand taux de l'Union. Maintenant, est-ce qu'on est satisfait? Je pense qu'il y a des marges d'amélioration, parce que nous sommes dans un contexte de changement total de paradigme par rapport à la mise en œuvre du PND. Et nous voulons un engagement encore plus fort des banques, notamment pour des secteurs prioritaires qui ont été identifiés dans le PND. Nous savons en même temps que le secteur agricole, qui emploie près de 80% de la population active, est le parent pauvre du financement bancaire. Nous savons par ailleurs aussi que les PME et les PMI, qui représentent près de 80% aussi du tissu économique, sont aussi le parent pauvre du financement bancaire. Pour quelles raisons? La première raison est, disons, liée à la perception du risque par le secteur bancaire. On l'a dit ici ce matin, d'éminentes personnalités en ont parlé. Les banques ont de la liquidité. Le 10 juin 2019, le total de la liquidité bancaire dans l'UMOA dépassait les 1500 milliards. Mais c'est de la liquidité oisive, non productive. Ça pèse dans les bilans des banques. Ça ne génère pas des revenus pour les banques. Mais en même temps, ces banques sont frileuses pour faire du crédit. Pourquoi? Parce que le plus souvent, comme vous l'avez dit, c'est les grandes entreprises qui sont structurées, bien organisées, qui présentent des dossiers bancables et donc qui n'arrivent pas à absorber toute cette liquidité. Restent maintenant les secteurs agricoles et des PME, PMI. Donc il faut que les banques fassent encore plus. Alors, qu'est-ce que les banques évoquent comme raison pour ne pas intervenir suffisamment dans le secteur agricole qui est aujourd'hui le secteur phare du PND? C'est le risque, le niveau de risque.
Mais je voudrais rassurer les banquiers pour dire que le gouvernement a pris des mesures pour dérisquer ce secteur. Nous avons souscrit à une assurance pour le crédit agricole. Nous avons donc qui couvre le secteur agricole, des risques de sécheresse et même voire au-delà. Nous avons souscrit à d'autres garanties. Nous avons créé, le gouvernement a mis en place le MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole basé sur le partage des risques. Et nous avons invité le secteur privé, après la création, à prendre sa part active dans ce mécanisme. Aujourd'hui, ce mécanisme a été transformé en société anonyme, détenue à 51% par le secteur privé et 49% par le secteur public. Alors, quel est l'objectif? La mission de ce mécanisme, c'est de dérisquer le secteur. C'est en relation avec les partenaires, notamment les assurances et les institutions de garantie, pouvoir mutualiser le risque. L'État prenant sa part de risque, en tout cas le MIFA prenant sa part de risque, les institutions de garantie prenant aussi une part de risque, les assureurs prenant une part de risque, il ne reste que peut-être le quart des risques que le secteur bancaire prendra. Donc voilà un exemple d'initiative que le gouvernement a mise en œuvre pour dérisquer le secteur agricole. Au-delà de l'assurance que nous avons souscrit auprès d'une institution africaine de renom, c'est l'ARC, African Risk Capacity, qui couvre les risques agricoles. Voilà ce que je peux dire, mais l'autre aspect que les banquiers évoquent, c'est les garanties, notamment pour les PME-PMI. Et sur ce plan, le gouvernement a pris aussi le devant des choses pour simplifier, disons, les formalités de création des titres fonciers et simplifier aussi la mutation des titres fonciers. La mutation des titres fonciers se fait aujourd'hui en une semaine, 7 jours maximum. Alors qu'avant, c'était bien au-delà. C'était en termes de mois que ça se faisait. On a aussi réduit le coût de la création des titres fonciers et le coût des mutations. En accord aussi avec les notaires, nous avons essayé de faire baisser, disons, la tarification au niveau des notaires pour faciliter la création des titres fonciers. Nous avons aussi créé un guichet unique pour l'immatriculation des titres fonciers et donc pour simplifier la vie aux acteurs économiques, aux entreprises, aux PME-PMI, en tout cas tous ceux qui veulent créer le titre foncier, quand ils arrivent, c'est auprès du guichet unique qu'ils font, c'est à l'OTR qu'ils font toutes les formalités. Il n'y a plus à aller d'un service à un autre. Voilà les quelques exemples que nous pouvons citer. D'autre part, il y a aussi l'asymétrie d'information. Alors, l'asymétrie d'information, c'est que les banquiers n'ont pas toutes les informations que les entreprises détiennent et vice-versa. Alors, il a été mis en place depuis 2016 d'un système, d'ailleurs c'est la BCAO qui pilote ce système d'information, du bureau d'information sur le crédit, qui permet de baisser le coût du crédit. Ce matin, d'éminentes personnalités ont parlé du coût
du crédit, parce que c'est aussi un des freins d'accès au crédit bancaire. Et donc, ce bureau d'information sur le crédit permet à l'entreprise d'être cotée, d'avoir toutes les informations pour permettre à la banque d'apprécier le niveau de risque, d'apprécier la qualité de la signature. Et donc, c'est en même temps un outil pour les entreprises de mieux négocier les coûts des crédits. Voilà, pour ne pas monopoliser la parole, ce que je peux citer comme exemple. Et donc, je vais vous retourner. J'avais dit qu'il n'y avait pas de banquier classique, mais j'avais oublié que dans une vie antérieure, vous en aviez été un. Vous avez décrit les freins à l'accès au financement, mais vous avez dit également que l'État était en train de jouer sa partition en mettant en œuvre des outils et des mécanismes permettant justement de juguler ces freins et permettant aux entrepreneurs, à tous ceux qui sont porteurs de projets, d'accéder à du financement. Et donc l'État joue sa partition, mais d'autres institutions également, publiques, internationales comme privées, jouent également leur partition en proposant des financements, des instruments et des mécanismes qui permettent justement de réduire ces risques-là et qui permettent aux porteurs de projets d'accéder au financement. C'est pour cela que je vais demander à M. Tambeli de la BOAD de nous parler un peu de ces instruments que la BOAD met en œuvre et, si possible, pourquoi pas du financement, voilà, PPP, qui est un terme très, je ne dirais pas à la mode, mais il est considéré comme étant, outre le fait que ça apporte du financement à un projet, comme étant un moyen qui permet à l'État de rendre des services publics de meilleure qualité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au financement PPP ou à tout autre mécanisme innovant de financement de projets? Merci beaucoup. Alors, parlant des instruments dont dispose la BOAD pour adresser effectivement les besoins de financement du secteur privé, il y a d'abord les prêts. Les prêts que nous faisons aux entreprises. Les prêts à long, à moyen et à court terme. Donc, quand vous prenez les besoins de financement d'une entreprise, eh bien, ce soit des besoins à court terme, ce soit des besoins à moyen terme ou alors des besoins à long terme. Et donc, les besoins à court terme, c'est les besoins liés à l'exploitation et le moyen et long terme, c'est les besoins liés à l'investissement. Donc, la BOAD met en place des prêts adaptés, n'est-ce pas, aux besoins des entreprises pour, n'est-ce pas, les accompagner dans leur exploitation et dans leur développement. Nous faisons également des prises de participation au capital des entreprises et des banques. Là, effectivement, ce ne sont pas des prêts que nous mettons en place, mais c'est des prises de participation que nous faisons en investissant dans le capital des banques et des entreprises non bancaires. Et généralement, quand nous intervenons en prise de participation, nous souhaitons ou nous exigeons, n'est-ce pas, d'être au conseil d'administration de l'entité pour effectivement apporter notre expertise en matière d'administration et de gestion de la société. Nous faisons également des arrangements de financement. Et donc, en termes de syndication bancaire, une entreprise qui saisit la BOAD de ses besoins de financement, si ces besoins de financement vont au-delà, entre guillemets, des capacités de la BOAD, parce que nous avons des ratios, effectivement, en termes d'intervention, eh bien, nous avons la possibilité d'avoir un mandat, n'est-ce pas, d'arrangement de financement pour aider l'entreprise, au-delà de l'intervention directe de la BOAD, n'est-ce pas, de syndiquer le différentiel de financement pour boucler le schéma de financement et permettre, n'est-ce pas, à l'entreprise ou à l'État, n'est-ce pas, de réaliser son projet. Nous faisons également de la garantie d'emprunt obligataire. Jusqu'à une date récente, la garantie était obligatoire sur le marché financier de l'UEMOA. Eh bien, la BOAD a accompagné pas mal d'entreprises, n'est-ce pas, et privées et parapubliques, n'est-ce pas, dans la levée de ressources sur le marché financier régional
en apportant sa garantie. Que faisons-nous d'autre? Nous finançons également les études. Les études pour certains projets d'envergure, en accompagnant les sponsors dans la réalisation des études. Et en cela, nous sommes même en train de lancer un fonds qui va accompagner les sponsors dans la réalisation de leurs études de faisabilité, parce que nous avons effectivement relevé que l'une des difficultés que nous avons aussi pour financer certains types de projets, surtout des projets d'envergure, c'est peut-être l'absence d'études. Les études, ça coûte excessivement cher et ce n'est pas toujours à la portée, n'est-ce pas, des porteurs de projets. Et donc, en cela, la BOAD est en train de créer, a même créé un fonds infrastructure, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, permettre aux opérateurs de réaliser des études d'une certaine qualité et leur permettre, n'est-ce pas, de mobiliser les financements en conséquence. Alors, pour parler donc des PPP, rapidement. Et effectivement, il a été relevé que l'État seul ne peut pas faire face à tous ses besoins d'investissement, d'où l'intervention du secteur privé et donc un partenariat entre le public et le privé. À la demande donc du Conseil des ministres de l'UEMOA, eh bien, la BOAD a créé une cellule PPP qui a donc pour rôle, n'est-ce pas, d'accompagner les États dans la formulation et dans le développement de projets de type PPP. Parce que tous les projets ne peuvent pas être réalisés en PPP. Il est courant d'entendre certains maîtres d'ouvrage dire on va réaliser ce projet en PPP, on va réaliser ce projet en maîtrise d'ouvrage public, mais ça obéit à une démarche, ça obéit à un concept, n'est-ce pas, qui fait qu'on ne peut pas tout de go comme ça décider qu'on va faire en maîtrise d'ouvrage public ou en PPP. Il faut une étude préalable et cette cellule-là accompagne les États dans le choix, n'est-ce pas, de la méthode par laquelle l'État veut bien réaliser son projet, soit en maîtrise d'ouvrage public, soit en PPP. Et donc là, je pense que la cellule fait un travail extrêmement important et travaille avec toutes les cellules nationales PPP, là où elles existent, et là où elles n'existent pas, l'unité contribue à en créer pour, n'est-ce pas, accompagner les États dans le choix de réalisation des projets en PPP. Mais au-delà de ça, il faut dire tout simplement que la BOAD, depuis des temps immémoriaux, n'est-ce pas, finance les projets de type PPP. Quand je prends des centrales thermiques comme Azito, Cyprel, Toben Power, Kunun Power, c'est des projets en PPP qui ont été financés par la BOAD depuis le début de ces activités. Mais là, le point qui manque effectivement dans l'accompagnement des États, c'est cette expertise-là qu'il faut apporter aux États dans la définition du choix de réalisation des projets, et l'unité est dédiée à ça. Et donc, cette unité est à la disposition de tous les États, y compris donc naturellement le Togo, pour, n'est-ce pas, l'aider à réaliser les projets en PPP. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Toujours restant dans le domaine des instruments, Monsieur Savini, quels sont les instruments que votre institution met à la disposition, peut mettre à la disposition des opérateurs, on va dire, du Togo, pour les accompagner dans le développement économique et social? Est-ce qu'il y a une ou deux expériences réussies dont vous pourriez nous parler en quelques mots? Merci. En fait, comme nos amis et partenaires de la BOAD et en tant que banque multinationale de développement, nous avons à peu près le même type de produits et d'approche. Je peux rappeler, comme tout à l'heure, que nous agissons principalement par des prêts directs ou intermédiaires, mais aussi par des schémas de garantie ou de partage de risque, et de manière plus occasionnelle par des prises de participation. Ça, c'est pour l'activité principale. Au titre, pour aller vite, parce que je pense que nous sommes aussi un peu en retard, au titre de ce que nous avons pu faire dans un passé récent au Togo, il faut dire que notre appui a été exclusivement orienté au secteur financier. Je retiens trois opérations.
un prêt à la holding de EcoBank, mis en place il y a 2 ou 3 ans, une 5e ligne de crédit mise à la disposition de la BOAD, et enfin un accompagnement qui a duré et qui s'est terminé un peu plus de 15 ans au Fonds Gary, au feu Fonds Gary, dont la dénomination actuelle, je crois, est le AGF. Donc, dans un passé récent, la BEI est essentiellement intervenue au Togo par le biais d'appui au secteur financier, et en deuxième rideau, évidemment, le secteur financier a pu agir à la fois envers des initiatives publiques et privées. Bon, si tout à l'heure on a le temps de parler du futur, on parlera un peu du futur, mais voilà ce qu'on peut dire sur le passé récent et sur les instruments. Très bien, ce sujet est extrêmement intéressant, mais le temps s'écoulant, je vais demander au ministre des Finances de dire quelques mots pour la fin, sachant que nous aurons l'occasion de prendre une ou deux questions et que vous pourriez les poser sur des sujets sur lesquels nous ne serions pas intervenus. Monsieur le ministre, oui. Un dernier mot, un tout petit dernier mot. Merci, Marie. On me dit de conclure. Merci. Mais je voulais juste ajouter que le gouvernement, en accord avec les partenaires multilatéraux, négocie pour mettre en place des lignes de crédit auprès de certaines banques. Je prends la SFI. La SFI dispose d'une ligne de crédit auprès de la BOA pour les PME, PMI, en tout cas pour dérisquer. C'est pour partager le risque, et aussi auprès de la Banque Atlantique. C'est très important que les entrepreneurs, les directeurs de sociétés qui sont présents ici le sachent. C'est important qu'ils le sachent. Il y a Afreximbank, avec laquelle nous avons aussi négocié pour mettre en place des lignes de crédit spécifiques pour partager le risque avec le secteur bancaire. Tout ça pour promouvoir le financement des PME-PMI. Je voulais aussi ajouter que sur les questions de limite d'accès au crédit, vous avez aussi les causes endogènes aux banques qui concernent leurs fonds propres, c'est-à-dire que les ressources propres dont elles disposent. Et sur cette question, la Banque centrale a pris des mesures pour essayer de relever le niveau de capital. Ce n'est pas rien, parce que le niveau de capital permet une prise de risque beaucoup plus importante. Et enfin, il y a un dispositif au niveau de la Banque centrale de soutien au financement des PME-PMI. Donc voilà ce que je voulais apporter comme information. Maintenant, pour conclure, je crois que le représentant résident du FMI, et je suis très heureux que ce soit lui qui le dise, il a dit, le financement du PND, quand on parle du chiffre 4 622 milliards, on pense que c'est un chiffre faramineux et que c'est peut-être pas réalisable. Non, c'est réalisable. J'ai donné un taux tout à l'heure, le financement de l'économie par le système financier, je ne vais pas dire bancaire et financier, le financement est de 41%, et donc ça fait 1300 milliards pour 2018. Vous multipliez ça par 5 et vous avez au-delà du chiffre du PND. Sauf que il faut que ces financements, et c'est l'appel que nous lançons à nos partenaires financiers, aux banques, il faut que ces financements soient orientés vers, disons, les secteurs que le gouvernement a identifiés comme des axes majeurs pour booster l'économie et pour transformer durablement notre économie pour une croissance forte, résiliente, durable, inclusive, créatrice d'emplois. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Donc, comme on l'a vu, le chemin n'est pas lisse, mais je pense qu'avec les interventions de toutes les personnes qui sont avec moi sur ce podium, on peut dire qu'une distance appréciable a été parcourue.
Des réformes sont en cours et on peut dire également que le Togo dispose de tous les atouts pour parvenir à exécuter son PND avec, bien entendu, l'appui du secteur privé et des partenaires institutionnels que vous êtes et des investisseurs, d'autres investisseurs étrangers. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Malheureusement, le temps est extrêmement court. Toutes les personnalités avec lesquelles je suis sont dans la salle et pourront également continuer à échanger avec eux sur des sujets sur lesquels vous seriez restés sur votre faim. Je vous remercie. Okay. Ah bon, c'est bon. Non, non. Je ne sais pas. Ils disent pas de questions. C'est fini, non? Oui, je crois que c'est fini. Et là, il faut m'entendre. Moi, je comprends. C'est 16h30. Voilà pourquoi est-ce qu'on me dit de conclure. Très bien. Alors, ne bougez pas. Nous allons prendre une série de questions, s'il vous plaît. C'est ça, en fait. Hein? C'est de conclure. C'est ça qui m'a stressé. Oui, c'est ça. Déjà, D'habitude, c'est les images. Le micro baladeur, s'il vous plaît. Donnez le micro. Bonjour, Monsieur le ministre, Madame, Messieurs. Je suis Léontine Ataï Relange et je suis fondatrice du cabinet 2L & Partners, cabinet conseil. Nous sommes situés à Lomé. Monsieur le ministre, tout à l'heure, a parlé des risques, de la peur des risques des banques dans le cadre d'accompagnement des porteurs de projets. Moi, je reste persuadée que la limitation de ces risques-là, quand bien même il y a des mécanismes qui sont mis en place pour ça, je reste persuadée qu'on peut limiter les risques en accompagnant les porteurs de projets et les dirigeants dans tout le processus de leur création d'activité, du développement de leur activité pendant tout le processus. Je voudrais savoir si aujourd'hui il existe des fonds qui sont mis en place afin que ces porteurs de projets et ces dirigeants d'entreprises qui veulent se développer puissent les solliciter pour justement se faire accompagner par des experts qui sont ici à Lomé et qui ont les compétences de le faire. Et est-ce que ces fonds sont disponibles et comment on pourrait avoir accès à ces fonds-là? Merci. On va prendre encore deux questions et après on passera aux réponses. Oui. Bonjour, je suis Monsieur Combaté Palou. Je suis le directeur de la société Nilcom Recycling. Ma question s'adresse à Monsieur Yaya. C'est par rapport à son intervention sur la façon de dérisquer les financements au niveau des banques. Il a parlé de l'agriculture. Je voudrais savoir si, pour les autres domaines d'intervention, est-ce que le ministère de l'économie et des finances a prévu des mesures pour dérisquer le financement pour les autres secteurs d'entreprises qui souhaiteraient aussi se faire développer? Je vous remercie. Une troisième et dernière question, s'il vous plaît. Merci. Je suis Monsieur Palanga Monzameso, porteur du projet de la création d'un fonds de micro-garantie financière.
dédié spécialement aux PME. Ce matin, dans son intervention, M. Étienne Giros a parlé de la difficulté d'accès au financement des PME. Et il a essentiellement touché du doigt le coût excessif des crédits et également l'indisponibilité des garanties pour la contrepartie de ces crédits. Aujourd'hui, de manière informelle, mon fonds de micro-garantie financière arrive quand même à répondre, à adresser ce challenge. Mais il y a un problème qui se pose. C'est concernant la réglementation. La réglementation, je suis dans une activité, dans un secteur très réglementé et il me faut avoir un agrément d'établissement financier de la BCEAO. Aujourd'hui, j'ai vu tous les efforts qui sont faits au niveau du ministère de l'économie et des finances et je me demande, étant dans une activité novatrice, c'est-à-dire la micro-garantie financière, un peu comme la microfinance, et vraiment adressée aux PME, est-ce qu'un cadre réglementaire pourrait m'être créé dans ce sens au niveau du ministère pour pouvoir aider mes frères et sœurs porteurs de projets et notamment les PME dans leurs activités? Surtout que l'activité de garantie financière est réservée à des PME de grande taille et le ticket d'entrée est souvent à partir de 500 millions. Ce qui veut dire que ceux qui ont le plus besoin de garantie financière, c'est-à-dire les PME, n'ont pas d'instrument de garantie financière adressé à elles. Donc, ma question est adressée à Monsieur le ministre de l'économie et des finances. Merci. Très bien. Alors, toutes les questions sont posées au ministre des Finances, mais au cas où d'autres voudraient apporter leur pierre. Donc, Monsieur le ministre, la question de Madame Ataï Relange sur les mécanismes mis en place pour la limitation des risques. Merci. Madame, je me réjouis, en tout cas, qu'il y ait de l'intérêt pour accompagner les entreprises, notamment les PME, PMI, à travers les conseils que vous leur donnez. C'est très pertinent votre question, l'accompagnement des entreprises dans la conception même des projets, dans la structuration. Et c'est vrai qu'il importe qu'il y ait des mécanismes pour pouvoir appuyer ces jeunes et ces femmes entrepreneurs. Et vous faites partie du maillon de cette chaîne-là et vous demandez s'il y aurait des fonds qui seraient mis en place pour appuyer ces initiatives. Il y a des fonds qui sont mis en place. Je peux citer très rapidement deux. Le FAEG, c'est le fonds d'appui à l'initiative entrepreneuriat des jeunes. Vous avez l'agence, l'ANPGF, qui est une agence de promotion, de garantie et de financement des PME-PMI, qui accompagne dans la conception des projets, pas seulement de garantie, même dans la conception des projets, qui accompagne, qui conseille et, si besoin, qui recommande, disons, certains cabinets pour pouvoir les aider parce qu'ils n'ont pas toute la compétence de la matière, mais qui recommandent des cabinets. Peut-être que si vous rapprochez de nous, on peut vous mettre en rapport avec ces structures. Voilà ce que je peux dire. En ce qui concerne, je vais prendre la dernière. Je salue cette initiative. C'est encourageant de voir la jeunesse faire preuve d'innovation, de créativité. Et donc, c'est vrai que la question du crédit, de la garantie, est une question très réglementée, dans la mesure, et c'est la BCEAO qui s'occupe de la réglementation, parce que les 8 États de l'Union ont cédé ces prérogatives à la BCEAO. C'est un point que nous notons, que nous allons, ça a commencé comme ça, avec les microcrédits. C'est avec le système des tontines d'abord, qui s'est transformé en système de financement décentralisé.
Au départ, ce n'était pas contrôlé par la BCEAO, c'était le ministère de l'économie et des finances. Puis la BCEAO s'est intéressée à la question pour émettre des réglementations minimales pour pouvoir encadrer ces secteurs. La microgarantie vient, je crois, en appui à ces microcrédits et c'est quelque chose qui nous pousse justement à aller au-delà des frontières pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut disposer aussi d'une réglementation. Et donc, quand on a une réglementation, ça veut dire que vous pourriez en ce moment avoir un processus d'agrément. Donc, nous allons porter cette question au niveau du Conseil des ministres de l'Union, puisque c'est là que ça se décide, c'est au niveau de la BCEAO que ça se décide. Le pays ne peut pas réglementer seul, n'a pas cette habilité, étant donné que nous sommes dans l'Union. La deuxième question concernait... En ce qui concerne les mesures prises pour dérisquer dans le secteur de l'agriculture. Oui. Donc, je vous invite à vous rapprocher de nous et qu'on puisse échanger sur la question et voir comment est-ce qu'on peut faire avancer, en tout cas, cette belle initiative. Les mesures pour dérisquer les autres secteurs, je pense peut-être que on ne m'a pas bien compris. J'ai mis l'accent d'abord sur le secteur agricole et ensuite sur les PME-PMI, quel que soit le secteur. Donc, nous avons souscrit à une assurance pour dérisquer le secteur agricole, donc auprès d'une institution de l'Union africaine, qui est l'ARC. Et nous disons que pour les PME-PMI, nous avons négocié avec les institutions multilatérales pour dérisquer aussi les financements des PME-PMI. Et ça, c'est à travers des lignes de crédit que ces institutions mettent à la disposition des banques locales. J'ai cité quelques banques, la BOA, j'ai cité la Banque Atlantique pour la ligne de crédit de la SFI. Il y avait EcoBank d'ailleurs, mais je crois qu'ils ont épuisé. Et nous encourageons d'ailleurs ces institutions de pouvoir, nous les encourageons à élargir le champ bancaire. Nous avons dit cela à Londres, à Afreximbank, qui s'apprête aussi à décaisser, à mettre en place les lignes de crédit pour certaines banques. Nous avons dit qu'il faudrait que ce soit toutes les banques parce que toutes les PME ne sont pas, disons, clientes de 2 ou 3 banques. Donc ce serait bien que toutes les banques puissent bénéficier de ces lignes de crédit. Et ces lignes de crédit servent à partager le risque, donc dérisquer. Parce que c'est un peu comme l'exemple du MIFA. Ces lignes de crédit servent à partager le risque pris sur les PME-PMI et donc de sorte à encourager les banques à financer encore plus les PME-PMI. Merci. Monsieur Ehlert, vous voulez apporter un complément d'information? Oui, merci beaucoup. Donc, l'Union européenne a dernièrement créé ce plan d'investissement extérieur qui est pour l'Afrique et le voisinage. Et dans ce plan d'investissement, il y a un mécanisme de garantie qui aide et qui, après, est géré par des institutions financières qui doit aider à avoir plus des investissements du secteur privé en Afrique. Et dans ce cadre-là, notre membre, la Banque de développement néerlandaise, FMO, a développé un mécanisme de garantie qu'elle va donner à des banques locales, donc une garantie pour créer un nouveau portefeuille de financement des entreprises PME qui sont menées ou dont les propriétaires sont des femmes, sont des jeunes entrepreneurs ou des migrants. Et ça, on a parlé de ça va dérisquer les financements des banques locales quand ils vont donner des crédits à des entreprises, des PME qui aujourd'hui n'ont pas ou avec beaucoup de difficultés accès à des financements. Et en plus, on parlait de cet accompagnement. La Commission a aussi donné des fonds et l'État néerlandais aussi, que comme la FMO va donner cette garantie, elle va faire d'un côté un accompagnement avec la banque locale, qu'elle apprenne comment développer les produits pour ces PME et comment analyser, gérer ce risque.
Et en même temps, cet accompagnement est aussi avec les PME, que les PME sont soutenues de mieux gérer leurs investissements et leurs activités. Et comme la dame a dit, avec tout ce accompagnement, les risques sont beaucoup réduits et après aussi les banques apprennent mieux de prendre ces risques avec les PME parce qu'ils ont plus d'expérience et savent mieux gérer ce risque. Et ça, c'est un outil avec garantie et accompagnement, comment on peut aider aux PME d'avoir accès et aussi les banques locales donner des crédits. D'accord. Mesdames et messieurs, nous avons très peu de temps encore, jusqu'à 16h30, donc je vais donner la parole à 2 ou 3 de nos invités qui n'ont pas pris la parole pour une deuxième fois. Je demanderai à Simon de dire quelques mots sur le sujet des risques, qui est un sujet qui apparemment passionne, puisque toutes les 3 questions portaient sur le risque. Non, bien sûr. Alors, peut-être aussi... Très rapidement, en 1 minute. Très rapidement, je voudrais évoquer, pour peut-être diversifier les risques en tant qu'entreprise de l'accès au financement, il faut aussi avoir accès à l'ensemble des outils, je dirais, qui sont disponibles pour les entrepreneurs. Il y a notamment une voie de financement qu'on a très peu évoquée. On a beaucoup parlé des banques, on a parlé aussi avec mon collègue juste à ma droite des marchés de capitaux. Il y a aussi toute une partie de financement qui vient de la sphère privée, qui n'est pas négligeable. Et là, je parle des fonds de private equity, les fonds de pension, les fonds souverains, autres business angels, family office. Voilà, tout ça, c'est des sources de financement qui existent, qui ont, je dirais, en ce moment même les poches pleines. La conjoncture économique, vous avez dû noter que les derniers véhicules d'investissement levés par la plupart des fonds, que ce soit en Europe ou dans le monde, atteignent des niveaux absolument records. Donc, ces sources de financement, elles sont là, elles sont disponibles. Il faut juste les mettre à disposition des entrepreneurs, donc les accompagner dans de l'information. Donc il y a d'autres possibilités. Ils ont un panel d'outils. Il faut juste les informer que ces outils-là existent et ensuite les accompagner. Alors, tout n'est pas du côté des entreprises, évidemment. Je pense que globalement, et j'essaie de faire au plus rapide, c'est la conjonction des efforts d'une triptyque. Je dirais il y a évidemment le tissu économique local des PME, il y a aussi les institutions financières qui doivent se doter de ces nouveaux outils pour pouvoir les proposer à leurs clients, et enfin les institutions plutôt gouvernementales, je dirais, qui doivent devenir des facilitateurs et faire en sorte que ces différents acteurs puissent se rencontrer et puissent échanger. Et je crois que c'est tout à fait à l'instar du forum économique Togo-Union européenne qui se déroule sur ces 2 jours. Merci, M. Tapsoba. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, oui, je voudrais juste peut-être rappeler que l'architecture de financement est multiforme et multiple. J'ai l'impression que jusque-là, nous faisons que nous focaliser sur des segments très précis, comme les PME, les très petites entreprises, en pensant qu'ailleurs, il n'y a pas de problème aussi. Je crois que dans la perspective du PND, tout a un problème, tout a un goulot d'étranglement. Il faudrait peut-être avoir cette approche globale en ayant une stratégie, c'est-à-dire même les grandes entreprises ont des problèmes aussi de financement et veulent aller sur les marchés régionaux. L'État a des problèmes de financement, les entreprises ont des problèmes de financement, les IDE, les PPP. Donc je crois que c'est plus une stratégie, une vision d'ensemble qu'il faudra avoir. Et peut-être je terminerai par ceci. Tout ça se résume à, pour ceux qui ont un profil un peu entreprise, comme on est en face à des entrepreneurs. Je crois qu'en finance internationale, il faut voir le pays comme un nom, comme une marque. Et une marque, ça se défend par la bonne gouvernance et aussi par la communication. Donc si on a cette approche d'entreprise et qu'on l'applique à un État, c'est avoir la bonne gouvernance, comme on l'a dit, la stabilité, les réformes, et aussi communiquer sur ce qu'on fait pour que l'investisseur sache ce qu'il y a, et dire aussi que tous les instruments sont nécessaires. Ce n'est pas que les grandes entreprises n'ont pas de problème, tout le monde a des problèmes, et il faudrait plutôt avoir cette stratégie globale-là, dans le cadre du PND, plutôt que d'avoir des solutions piecemeal. Voilà, merci. Merci beaucoup, messieurs les panélistes. Mesdames et messieurs, en guise de conclusion, je dirais que les besoins en financement pour la mise en œuvre des projets et programmes phares prévus dans le PND sont importants. Il a été dit également que le succès de la mobilisation du financement nécessaire à l'exécution du PND exige des prérequis. Nous en avons longuement parlé.
la stabilité macroéconomique dont a parlé M. Tapsoba, des réformes critiques qui vont renforcer les capacités nationales à l'égard d'infrastructures physiques, sociales, de la gouvernance, réformes que le Togo a entamées, comme l'a dit Monsieur le ministre. En effet, le Togo s'est engagé dans la voie de ces réformes, mais nous notons, avec les dires des uns et des autres qui montrent qu'il y a encore énormément de défis à relever, nous notons qu'il est indispensable de poursuivre ces réformes afin que le cadre macroéconomique efficient et optimal dont on a parlé et un alignement institutionnel pertinent soit mis en place pour favoriser la mobilisation des ressources financières nécessaires au financement des projets du PND. Alors cette mobilisation de ressources financières peut se faire de diverses sources et au-delà de l'impulsion des facilités politiques, de l'impact des interventions des institutions d'aide au financement qui peuvent également fournir, qui sont également des sources de financement, il importe que les systèmes financiers nationaux, sous-régionaux, tels que les banques commerciales, les bourses régionales et autres institutions de private equity, par exemple, il importe que ces systèmes financiers nationaux et sous-régionaux fassent preuve d'innovation avec des financements innovants, que ces institutions développent des synergies qui leur permettent de construire des structures financières suffisamment fortes, que les meilleures pratiques en termes de mobilisation de ressources, on en a parlé, d'allocation et d'utilisation des ressources existent, de manière à domestiquer plus aisément les risques dont on a largement parlé. Risques et freins qui limitent l'accès au financement. Comme je l'avais dit prématurément un peu plus tôt, le chemin n'est pas lisse, mais je crois que tous les intervenants ici présents se sont accordés à dire qu'une distance appréciable avait été parcourue, qu'il fallait continuer dans ce sens et que grâce à nous tous, secteur privé, secteur public, institutions financières locales, internationales, sous-régionales, qu'elles soient publiques ou privées, grâce à nous tous aux côtés du Togo et du plan national de développement, nous parviendrons aux buts et aux objectifs fixés par ce plan national de développement et en phase avec la vision du chef de l'État pour l'horizon 2022. Je vous remercie. Merci à tous les panélistes. Ainsi prend fin cette session plénière sur le thème accès au crédit et aux finances. Une fois de plus, permettez-moi de réclamer des applaudissements pour nos brillants panélistes qui nous auront éclairés sur cette problématique. Demain, à partir de 8 h, session plénière sur le thème Togo,